Je n'avais jamais imaginé que l'adieu le plus douloureux viendrait de l'intérieur du manoir d'Élisabeth. Pendant des semaines, elle avait murmuré des histoires de Canada, de nouveaux départs, de nouvelles écoles, et d'une vie où mon frère Say pourrait enfin franchir des portes que la pauvreté nous avait toujours claquées au visage. Je m'étais laissé convaincre. Assis au bord du canapé dans le salon, mon passeport froid dans la main, posé à côté d'un autre sur la table en verre. Un passeport ouvert, avec la photo impeccable d'Élisabeth qui me fixait. Mais je ne voyais pas celui de mon frère. J'ai levé les yeux vers le grand escalier. Say était là, une main sur la rampe, son petit sac à dos déjà fermé, ses baskets fraîchement cirées, son visage s'illuminant lorsque nos regards se sont croisés. « Grand frère, a-t-il souri? On va atterrir au Canada !» J'ai essayé de lui rendre son sourire, mais mes lèvres m'ont trahi. Quelque chose n'allait pas. Élisabeth est entrée dans la pièce, vêtue d'une robe de soie crème, ses cheveux parfaitement coiffés, comme si le monde entier était un tapis rouge. Elle m'a à peine regardé en feuilletant une pile de documents sur la table. « Ma Élisabeth, ai-je dit prudemment, il n'y a que 2 passeports ici. »« Oui, » a-t-elle répondu, sa voix calme, presque répétée. « Et celui de Say ?» Cette fois, elle s'est arrêtée, a lentement levé la tête, ses yeux se verrouillant aux miens. Ils étaient stables, trop stables. Il ne viendra pas avec nous. Pas aujourd'hui. Les mots ont vidé l'air de ma poitrine. Comment ça? Tu avais dit... J'ai dit qu'il nous rejoindrait, et il le fera. A-t-elle coupé, s'approchant. Son parfum envahissait l'espace entre nous. Mais le Canada exige de la précision. Certaines autorisations ne sont pas encore prêtes pour lui. J'ai jeté un coup d'œil à Say. Il fronçait les sourcils, confus, son excitation s'évanouissant comme de l'eau à travers un tamis. « Mais madame, j'ai déjà fait mes bagages » a-t-il dit doucement. « Je pensais... » Élisabeth s'est approchée de lui, ses pas mesurés, sa voix s'adoucissant dans un ton maternel. Elle a pris son menton, inclinant son visage vers le sien. « Mon cher Say, » a-t-elle dit doucement, « le Canada n'est pas un endroit où l'on se précipite. L'école que j'ai choisie pour toi t'attend déjà. Mais il faut que toutes tes autorisations soient correctement approuvées pour que, lorsque tu arriveras au Canada, tu puisses vivre dans le confort et la sécurité. Pour l'instant, tu auras une aile entière de ce manoir pour toi. Des jeux, des tuteurs, des vêtements, tout ce que tu veux. Et dans 1 mois, tu devrais nous rejoindre. » Les yeux de Say se sont légèrement éclairés. « Vraiment? »« Oui, » a-t-elle souri, sa main caressant sa joue. « Tu mangeras mieux que des rois, dormiras plus doucement que des princes. Et quand le moment sera venu, tu prendras l'avion. Fais-moi confiance. » Je me suis avancé, ma voix se brisant. « Élisabeth, c'est mon frère, pas un colis que tu programmes. Il doit être avec moi. » Elle s'est tournée, son expression se durcissant rien que pour moi. « Et toi? Es-tu quelque chose sans moi? Sans ce que je t'ai donné? Sois reconnaissant, Teneyola. La sécurité n'est pas une trahison. » Ces mots m'ont piqué. Car au fond de moi, je savais qu'elle avait construit son monde de manière à ce que la logique se plie. Ses promesses sonnaient comme des vérités, même lorsqu'elle vous enchaînait. Say s'est agité, mal à l'aise, puis a forcé un sourire. « Ça va, grand frère? Je vais attendre. Je te rejoindrai dans 1 mois. » J'avais envie de crier, de le tirer avec moi, de jeter les passeports au visage d'Élisabeth, mais j'étais allé trop loin pour laisser s'effondrer le rêve d'une vie meilleure au Canada. Alors, je me suis rassuré. En tant que Nigérian intelligent, une fois au Canada, je travaillerai dur et j'aurai l'avantage, même en tant que résident permanent. Ramener Say serait un jeu d'enfant, même si Élisabeth commençait à mal se comporter. Quelques heures plus tard, le bruit des moteurs grondant dehors m'a rappelé que le convoi était prêt. Les décisions d'Élisabeth l'emportaient toujours sur les miennes, mais j'étais allé trop loin pour faire demi-tour. Avant de monter dans la voiture, Élisabeth s'est penchée vers Say une dernière fois et a embrassé son front. « Sois patient, mon garçon. Tu seras bientôt avec nous. » À travers la vitre teintée, je l'ai regardé nous faire signe, sa silhouette rapetissant alors que la voiture sortait de la propriété. Son sourire était courageux, trop courageux pour son âge. Et c'est là que j'ai su que ce n'était pas de la protection. C'était une séparation. Élisabeth me coupait en 2, et elle le savait. Alors que les grilles du manoir se refermaient derrière nous, un poids s'est installé dans ma poitrine. Pour la première fois, quitter Lagos ne ressemblait pas à une évasion. Cela ressemblait à une trahison. Le bourdonnement des moteurs du jet était régulier, mais à l'intérieur de moi, tout tremblait.
Elisabeth s'est inclinée gracieusement dans son siège, sirotant du champagne comme si le ciel lui appartenait. À côté d'elle, mon passeport reposait dans un étui en cuir. Je l'ai pris une fois de plus, fixant l'emblème, sentant son poids. Pas la liberté, juste une autre chaîne. Toutes les quelques minutes, le visage de Sei surgissait dans mon esprit. Le sac à dos, les baskets, le sourire forcé. J'essayais de l'imaginer explorant l'aile ouest du manoir seul, avec seulement les domestiques, essayant de faire preuve de courage. J'ai dégluti difficilement. « Ne boude pas !» l'a soudain dit Elisabeth sans me regarder. Sa voix a traversé la cabine comme un couteau. « Ton frère est en sécurité. Fais confiance à mon jugement. » Je me suis tourné vers elle. « Tu avais promis. » Elle a baissé son verre, ses yeux se verrouillant aux miens avec ce même feu contrôlé. « Je promets beaucoup de choses. Ce qui compte, c'est que je tiens mes promesses. Il nous rejoindra quand le moment sera venu. » Ces mots ne laissaient aucune place à la discussion. Je me suis adossé, regardant les nuages à travers le petit hublot ovale. Mais quelque chose en moi murmurait. Tout ce qu'elle livre n'est pas ce qu'il semble. Le jet a atterri à Toronto des heures plus tard. L'air dehors était vif, mordant, différent des nuits chaudes de Lagos que je connaissais. En traversant le tunnel de l'aéroport, un mélange d'épuisement et de malaise pesait lourd dans mon ventre. Elisabeth marchait avec le calme d'une reine, ses talons claquant avec assurance. Des employés en costume noir l'entouraient, se déplaçant avec précision. Et moi, j'étais l'ombre qui suivait, portant le poids d'une vie que je n'étais pas sûr d'avoir choisie. L'immigration s'est déroulée sans accroc, presque trop facilement. Ils l'ont accueilli par son nom, ont tamponné nos documents rapidement et ont même offert des sourires. Le pouvoir voyage plus vite que les bagages, ai-je pensé. Mais juste au moment où je commençais à me détendre, les choses ont changé. « Excusez-moi, monsieur. » Un officier en uniforme m'a arrêté après le tapis des bagages. Son accent était ferme, canadien, mais poli. « Nous devons effectuer un contrôle supplémentaire sur votre sac. » Mon cœur a sauté un battement. « Mon sac? » ?»« Oui, procédure standard. » Elisabeth s'est tournée brusquement, ses sourcils se fronçant. « Y a-t-il un problème? » L'officier a légèrement incliné la tête. « Pas du tout, madame. Juste un contrôle de routine. » Mais la manière dont ses yeux s'attardèrent sur moi, la façon dont deux autres officiers sont soudain apparus à ses côtés. Ça ne semblait pas routinier, ça semblait orchestré. Ils ont mis ma valise de côté. Ma poitrine s'est serrée alors qu'ils l'ouvraient, sortant des vêtements soigneusement pliés par le personnel d'Elisabeth à Lagos. Pendant un moment, rien. Juste des chemises, des jeans, des chaussures. Puis un officier s'est figé. Il a plongé plus profondément, sortant un paquet scellé, enveloppé dans du plastique. Puis un autre, et encore un autre. Le bruit de mon sang rugissait dans mes oreilles. « Monsieur », a dit l'officier, tenant un paquet à la lumière. « Savez-vous ce que c'est ?» Les yeux d'Elisabeth se sont posés sur moi, l'air confuse. J'ai secoué la tête, ma voix tremblante. « Pas du tout, monsieur. Ce n'est pas à moi. » L'officier a déchiré le paquet, révélant une poudre blanche fine. « C'est de la cocaïne », a-t-il dit platement. « De haute qualité, environ ?» Il a jeté un coup d'œil à son partenaire. 15 kilos au total. Mes genoux ont fléchi. 15 kilos de cocaïne. Mon corps entier s'est glacé. Je me suis pincé pour me réveiller, pensant que c'était un cauchemar. Tout se passait en un éclair. L'instant d'après était flou. Des mains saisissant mes bras, des menottes métalliques se refermant. L'inspiration brusque d'Elisabeth. Des flashs d'appareils photo au loin. Des voix bourdonnaient. J'ai crié désespéré. « C'est un coup monté! Je ne sais rien de tout ça! » Elisabeth a commencé à pleurer bruyamment, disant « Ce doit être une erreur de bagage. » Mais l'étreinte de l'officier s'est resserrée. Mes cris se sont noyés sous l'écho de leurs mots. Vous êtes en état d'arrestation pour possession et tentative de trafic de cocaïne. Et juste comme ça, mon vol vers la liberté s'est transformé en une chute. Dans l'ombre, ils m'ont poussé à l'arrière d'un fourgon de police, les menottes mordant mes poignets. Les sirènes dehors hurlaient comme une chanson funèbre. Ma chanson funèbre. 15 kilos. Ce nombre résonnait dans mon crâne comme une malédiction. Je l'avais vu de mes propres yeux. La poudre blanche, les blocs scellés, mais ce n'était pas à moi. Je n'avais jamais touché à la drogue. Et pourtant, la loi ne se souciait pas de l'innocence. Elle se souciait des preuves. À la station, ils m'ont dépouillé de tout. Ma ceinture, mes lacets, même ma dignité. Des murs froids, des regards plus durs, l'odeur du désinfectant étouffant mes poumons. Ils m'ont poussé dans une cellule de détention avec des étrangers qui me regardaient comme une proie. « Garçon d'Afrique,
a demandé l'un d'eux, un sourire narquois aux lèvres. Son accent était épais. « Premier jour? Bienvenue en enfer, frangin. » Je n'ai pas répondu. Mes mains tremblaient alors que je m'agrippais au banc métallique. Mon cerveau tambourinait dans une confusion totale. Arrêté dans un pays étranger pour quelque chose dont je ne savais rien, pas même un jeu d'enfant. Pour de la drogue, de la cocaïne. Toute la nuit, j'ai pensé à Sei. En sécurité, avait dit Elisabeth. Mais en sécurité où? En sécurité de quoi? Si j'étais derrière les barreaux ici, qui le protégerait là-bas? Ma vie était finie. Je pleurais, priant pour que Dieu me fasse miséricorde. Le matin a apporté le tribunal. Des chaînes à mes poignets, des gardes à mes côtés. Nous avons traversé des couloirs qui ressemblaient à des corridors de théâtre. Le public ne applaudissait pas. Il observait, jugeait. Les flashs des caméras. Les reporters criaient. Trafic de drogue. Le nouveau fiancé d'Elisabeth pris avec de la cocaïne. Chaque titre s'enfonçait dans ma peau. Quand ils ont appelé mon nom, je me suis avancé dans le box des accusés. J'ai aperçu Elisabeth assise d'un côté de la salle d'audience, pleurant amèrement. Ma voix n'était qu'un murmure lorsque les accusations ont été lues. Possession et trafic de 15 kilos de cocaïne en vertu de l'article 6 de la loi sur les drogues et substances contrôlées. 15 kilos. Le nombre m'a frappé la poitrine à nouveau. Qui pouvait bien être derrière ce coup monté? La voix du procureur était tranchante, empreinte d'autorité. « Votre honneur, l'accusé a été pris en flagrant délit à l'aéroport international de Toronto-Pearson avec plus de 15 kilos de cocaïne de haute qualité. Ce n'est pas de la petite contrebande. C'est du trafic à l'échelle internationale. J'ai essayé de parler. Ce n'est pas moi. Je n'ai même pas... » Silence. Le juge a frappé son marteau. « Vous aurez votre moment. » Je me suis tourné, désespéré, scrutant la foule. Elisabeth, assise, la main posée sur son ventre légèrement arrondi, pleurant amèrement. Elle ne m'a pas regardé, pas une seule fois. Ma poitrine s'est serrée. Était-ce son plan, ou était-elle aussi prise dans cette situation? Je ne pouvais pas le dire. Puis les portes à l'arrière de la salle d'audience se sont ouvertes. Une silhouette est entrée, grande, aux épaules larges, son pas calme mais lourd d'autorité. Les lèvres du procureur se sont courbées en un petit sourire alors qu'il faisait un geste. « Et votre honneur, nous avons un témoin prêt à témoigner contre l'accusé, l'ex-mari d'Elisabeth, celui dont elle m'avait parlé et que j'avais vu en photo. Il s'est avancé lentement vers le pupitre, ses yeux ne me quittant jamais. Et dans ce regard, je n'ai pas vu la justice. J'ai vu de la vengeance. J'ai alors su d'où venait mon problème. Mes paumes suaient alors qu'il prenait place. L'ex-mari d'Elisabeth, l'homme dont je n'avais entendu que des murmures, le fantôme de son passé, l'ombre qui ne l'avait jamais vraiment quitté. Il a ajusté sa cravate, le genre d'homme qui semblait à l'aise devant les juges et les caméras. Son visage ne portait aucun sourire, seulement un calcul précis. Le procureur s'est éclairci la gorge. « Veuillez indiquer votre nom en relation avec cette affaire. »« Je m'appelle Richard Halt, » a-t-il dit, sa voix calme, nette. « Canadien. J'étais marié à Elisabeth Halt, connue maintenant sous le nom d'Elisabeth Adawale. » Des murmures ont parcouru la salle d'audience. Les caméras cliquetaient comme des coups de feu. Les titres s'écrivaient déjà. Ma gorge s'est serrée. Elisabeth restait immobile au premier rang, pleurant. Richard s'est penché vers le micro. Pendant notre mariage, j'ai pris connaissance du type de personnes avec lesquelles elle s'associait, des gens qui trafiquaient des substances. Après qu'elle a demandé le divorce, elle a coupé les ponts. Mais quand j'ai appris qu'elle revenait ici avec un... Ses yeux se sont enfoncés dans les miens. Employé d'entretien avec qui elle s'était impliquée, j'ai commencé à m'inquiéter. Surtout après que des rapports m'ont informé de ses activités au Nigeria. Mes genoux se sont dérobés. J'ai frappé mes mains contre le box. Mensonge. Tout cela est faux. Le juge a frappé son marteau. Silence. Richard a continué, imperturbable. J'ai des informations selon lesquelles cet homme, Teneyola Adawale, était impliqué dans du trafic auparavant, de petites quantités au début, puis des affaires plus importantes. Cela ne me surprend pas qu'il soit arrivé à Toronto avec 15 kilos de cocaïne. À mon avis, il utilisait Elisabeth comme couverture. La salle d'audience bourdonnait de murmures. Je sentais les murs se refermer. « Non !» ai-je crié, ma voix se brisant. « Je n'ai jamais touché à la drogue de ma vie. C'est un coup monté. Il a tout orchestré !» Mais Richard a simplement secoué la tête lentement, me regardant comme un homme qui avait déjà gagné. Le procureur a écarté les bras. « Votre honneur, cela correspond aux preuves. 15 kilos cachés dans sa valise.
Et maintenant, corroboré par un homme ayant une connaissance intime d'Élisabeth et de son foyer. Je me suis tourné vers Élisabeth, désespéré, cherchant un signe de défense, un éclat de vérité, mais elle restait assise, pleurant, sa main caressant doucement son ventre, son regard fixé sur rien. Me protégeait-elle ou me laissait-elle couler? Le juge a tonné au-dessus du chaos. Assez! Cette cour ajourne et se réunira à nouveau pour le prononcer de la peine. Les gardes ont saisi mes bras, me traînant vers les cellules. Mais en trébuchant, j'ai croisé les yeux de Richard une dernière fois, froid, calculateur, et en eux, je n'ai vu aucune justice, seulement de la vengeance. La salle d'audience était plus froide que la cellule où j'avais dormi. Chaque tic-tac de l'horloge au-dessus du banc du juge était un marteau frappant ma poitrine. Lors de l'audience suivante, la salle était bondée jusqu'au coin. Chaque siège était occupé, les reporters serraient leurs caméras, les avocats chuchotaient furieusement. Des curieux se pressaient contre les balustrades en bois pour mieux voir. Je me tenais dans le box, des chaînes autour des poignets et des chevilles. Mon cœur battant si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Le juge a ajusté ses lunettes, son visage sévère, inébranlable. L'air dans la salle était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Le juge s'est éclairci la gorge. Cette cour a entendu les témoignages, examiné les preuves et pesé les accusations. Nous rendons maintenant le jugement. J'ai agrippé le bord du box, la sueur glissant sur mes paumes. Élisabeth était assise au premier rang, les yeux rougis de larmes, sa main posée légèrement sur son ventre. Pas une seule fois, elle ne m'a regardé. La voix du juge a roulé comme le tonnerre. Les chaînes cliquetaient autour de mes poignets et chevilles. Mes yeux balayèrent la foule. Reporters avec des caméras clignotantes, étrangers murmurant. Élisabeth assise devant, avec une immobilité qui m'effrayait plus que les chaînes. Le juge s'est éclairci la gorge, son visage lourd de finalité. « Teneola Adawale » a-t-il commencé, sa voix profonde, délibérée. « Vous avez été trouvé en possession de 15 kilos de cocaïne et des témoignages ont été présentés vous liant à des opérations de trafic international. Pour ces crimes, cette cour vous condamne à... » Mon souffle s'est coupé. Le monde semblait suspendu. 15 ans dans un établissement correctionnel fédéral. Les mots ont frappé plus fort que n'importe quel coup. Mes genoux ont cédé et les gardes m'ont rattrapé avant que je ne m'effondre. 15 ans. 15 ans volés. 15 ans pendant lesquels C grandirait sans moi. Non, le cri s'est arraché de moi. Ce n'est pas la justice. J'ai été piégé. 15 ans de ma vie volée pour un crime que je n'ai pas commis. Ma vision s'est brouillée de rage et de désespoir. Non. Ma voix a déchiré le chaos. C'est faux. J'ai frappé mes poings enchaînés contre le box en bois, mais les gardes m'ont repoussé. Je n'ai jamais touché à la drogue de ma vie. S'il vous plaît, que quelqu'un me croie. Le juge a frappé son marteau. Silence! Mais alors, le chaos. Quelqu'un, aidez! Élisabeth a poussé un cri, s'effondrant contre la barrière en bois. La salle d'audience s'est figée dans un silence stupéfait, puis a explosé de panique. Appelez une ambulance! Elle est en travail! Mon Dieu, ça arrive ici! Élisabeth a titubé en avant, ses genoux fléchissants. Dans la folie, Richard, son ex-mari, a bondi de son siège. Il l'a rattrapée juste avant qu'elle ne touche le sol. Les caméras ont flashé sauvagement, capturant la PDG milliardaire, autrefois intouchable, se tordant de douleur dans les bras de son ex. J'ai crié, ma voix se brisant. « Élisabeth !» Elle a levé les yeux vers moi brièvement, ses yeux voilés de douleur, ses lèvres tremblantes. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose de brut en elle, de la peur. « Ça vient !» a-t-elle murmuré d'une voix rauque. « Le bébé arrive maintenant. » Les reporters se sont précipités. Les gardes de sécurité criaient, tandis que les secours arrivaient avec une civière. Les papiers volaient, les micros s'effondraient. La salle entière s'était dissoute dans la frénésie. Les gardes m'ont tiré en arrière, me traînant vers la porte latérale. Je me suis débattu, mon cœur se déchirant en deux. « Laissez-moi aller. Elle a besoin de moi. Laissez-moi aller vers elle. » Mais mes chaînes cliquetaient, me rappelant mon impuissance. Richard a regardé par-dessus l'épaule d'Élisabeth alors qu'il aidait les secours à la soulever sur la civière, ses yeux se verrouillant aux miens à travers le chaos. Et puis c'est arrivé. Il a souri, un sourire froid et cruel qui en disait plus que des mots. Alors qu'Élisabeth était emmenée en hâte, ses cris résonnant dans le couloir, je restais là, lié par le fer, regardant la femme qui portait mon enfant disparaître sous la garde de l'homme déterminé à me détruire. Le juge frappait son marteau en vain, criant pour rétablir l'ordre.
Mais rien ne pouvait rétablir l'ordre maintenant. Ce n'était pas la justice. Ce n'était même plus de la survie. C'était la guerre. Et je savais, avec une clarté écœurante, que ce n'était pas fini. C'était seulement le début d'un jeu plus sombre. Et j'étais en train de m'y enliser. Seul un miracle pourrait me sortir de cette saga. Le fourgon de prison puait la sueur, la rouille et le désespoir. J'étais coincé entre deux hommes dont les visages étaient marqués par des années de violence. Mes poignets me faisaient mal à cause des menottes, et mon esprit tournait comme un disque rayé. 15 ans, les cris d'Elisabeth dans la salle d'audience, le sourire de Richard. 15 ans, les portes se dressaient devant nous, massives et métalliques, comme les mâchoires d'une bête prête à m'engloutir. Des barbelés scintillaient au-dessus des murs sous les projecteurs. Alors que le fourgon entrait, mon estomac se serrait davantage à chaque claquement des portes de fer qui se refermaient derrière nous. Bang! La première porte s'est fermée. Bang! La deuxième s'est verrouillée. Pas d'échappatoire. À l'intérieur, ils m'ont tout pris. Mes vêtements, mon nom, même mon silence. Numéro 4, 1129. Il m'a aboyé le garde, me jetant un uniforme gris terne contre la poitrine. C'est qui tu es maintenant? Pastenaiola. Pas un homme, juste 4129. J'avais envie de crier, de lui dire mon nom, mon histoire. Mais à quoi bon? Les histoires n'ont pas d'importance ici. Seule la survie compte. Ils nous ont conduits dans un long couloir. Des cris résonnaient derrière les portes des cellules. Rires, jurons, le bang métallique des poings contre les barreaux. Ma peau frissonnait. Ce n'étaient pas juste des criminels, c'étaient des prédateurs. Et j'étais du sang frais. Ma cellule était une boîte en béton exiguë avec 2 couchettes, un évier et des murs couverts de graffitis. Sur la couchette du bas était assis un homme grand avec des tatouages serpentant sur ses bras, ses yeux perçants et affamés. Il m'a regardé et a souri, révélant une dent en or. « Nouvelle viande ?» a-t-il dit. « Nigeria, hein? T'as l'air trop propre pour cet endroit. » Je me suis figé, ne sachant pas s'il fallait répondre. Il s'est levé lentement, sa carrure me dominant. « Relax, je ne mords pas. » Il m'a tendu la main. « Moi, c'est Marcus, mais ici, on m'appelle King. » J'ai hésité avant de la serrer. Sa poigne était de fer. « Règle numéro 1, » a dit Marcus, se rapprochant pour que je sois le seul à l'entendre. « Trouve une protection rapidement. Cet endroit dévore les gars comme toi vivant. Et heureusement pour toi. » Il a tapoté sa poitrine. « Je propose mes services. » Avant que je ne puisse répondre, des cris ont éclaté dans le couloir. 2 détenus se battaient sauvagement contre les barreaux, du sang éclaboussant le mur alors que les gardes accouraient avec des matraques. Le bruit de la chair contre le métal résonnait dans le bloc. Marcus s'est penché près de moi, sa dent en or scintillant. « Tu vois ça? C'est ton avenir si tu restes seul. Réfléchis-y, garçon du Nigeria. Ce soir, les loups vont te flairer. » Il est remonté sur sa couchette, riant doucement. Je me suis affalé sur le matelas froid de la couchette du haut, fixant le plafond alors que le bruit de la vie en prison m'entourait. Cris, rire, menaces. Ma poitrine me faisait mal de peur. Mon esprit brûlait de colère, de frustration et de regret. Elisabeth était là, dehors, portant mon enfant. Richard, son ex-mari, tirait les ficelles de l'extérieur. Et moi, innocent, j'étais enchaîné dans cet enfer. Mais lorsque les lumières se sont éteintes et que l'obscurité a englouti le bloc, une vérité s'est ancrée profondément dans mes os. Si je voulais survivre à ces grilles, je ne pouvais pas rester l'homme que j'avais été. Je devais devenir autre chose, quelque chose de plus dur, de plus impitoyable. Assis sur le matelas du haut, je fixais le plafond, la poitrine serrée par la peur et la fureur. Je savais que c'était clairement un coup monté, probablement parce que l'ex-mari d'Elisabeth l'aimait encore et ne supportait pas de la voir avec quelqu'un d'autre. Il m'avait piégé pour provoquer une séparation. Je pensais à Sei, mon petit frère, que j'avais laissé au Nigeria. Je pensais à Elisabeth, emmenée hors de la salle d'audience sur une civière, sa main serrant son ventre. L'enfant était-il en sécurité? Avait-elle survécu? Plus tard, j'ai appris ce qui s'était passé cette nuit-là. Elisabeth avait été transportée d'urgence à l'hôpital, ses cris emplissant l'ambulance. Richard, son ex-mari, suivait de près. Le destin a joué ses jeux cruels, car dans cet hôpital, Richard a croisé un ancien camarade d'école, un médecin, pendant que je restais éveillé dans ma couchette de prison, écoutant les rires des tueurs. Elisabeth luttait pour sa vie sur une table d'accouchement. Des heures de poussée, des heures de douleur. Puis enfin, un cri a rempli la pièce. Une fille, une magnifique petite fille. Mais sa joie n'a pas duré. Les médecins ont découvert quelque chose. Un gonflement sur la tête du bébé.
Ils ont appelé cela un hématome céphalique. Du sang s'accumulant sous le cuir chevelu, résultat de la pression et du traumatisme pendant l'accouchement. Élisabeth s'est effondrée. Elle s'en voulait. Le stress, l'humiliation au tribunal, la pression qui avait déchiré son monde. Mais les médecins l'ont rassurée. Cela disparaîtrait en quelques semaines. Ce n'était pas mortel, juste effrayant. Pourtant, Richard, l'ex-mari d'Élisabeth, s'est penché vers son vieil ami avec des chuchotements, des plans malveillants, sa voix basse et venimeuse. Mais y fin discrètement. Elle n'a pas besoin de savoir. Le médecin s'est raidi. Ce n'était pas seulement un homme de médecine. C'était un homme avec une conscience. Et peut-être, juste peut-être, admirait-il assez Élisabeth pour la protéger. Il est retourné dans la chambre d'Élisabeth et lui a tout raconté. Il lui a dit comment Richard voulait que l'enfant disparaisse. Des murmures sombres, des plans pour éliminer l'enfant de manière permanente. Le médecin, cependant, respectait Élisabeth. Il ne pouvait se résoudre à obéir. Au lieu de cela, il l'a prévenue. Le choc d'Élisabeth a dû être comme une tempête. Elle avait déjà enduré la trahison, la solitude, les luttes de pouvoir. Mais apprendre que le père de son enfant mort voulait aussi effacer cette nouvelle vie était un choc. Je n'étais pas là, mais j'ai ressenti sa rage à travers les murs de mon âme. Elle a serré sa fille plus fort, murmurant des promesses à son oreille fragile. « Personne ne te fera de mal. » Plus jamais. À ce moment-là, quelque chose en Élisabeth a changé. Elle n'était plus seulement une PDG. Elle n'était plus seulement mon amante secrète. Elle était une mère avec du feu dans les veines. Furieuse, trahie, blessée, Élisabeth a commencé à comploter en silence. Dans ma cellule, je ne pouvais pas dormir. Chaque cri, chaque claquement de métal me faisait sursauter. Marcus ronflait sur la couchette du bas comme un lion qui possédait la jungle. Je fixais l'obscurité et murmurais pour moi-même « Tiens bon, Élisabeth, tiens bon, mon enfant. Je ne mourrai pas ici. » Mais au fond, je savais que la nuit n'était que le début. Les grilles s'étaient refermées sur moi, mais à l'extérieur, une autre guerre commençait. La prison ne dort jamais. Pendant les nuits, l'air était épais de gémissements, de chuchotements et du cliquetis du métal contre le métal. Quelque part dans le couloir, un homme criait dans son sommeil. L'odeur de sueur et d'urine collait à tout. Je restais allongé sur le dos, fixant le plafond fissuré, écoutant Marcus ronfler en dessous. Chaque son me rappelait que j'étais piégé dans un endroit où la vie valait peu, où les hommes étaient brisés. Mais mon esprit n'était pas dans la prison. Il était sur Élisabeth. Son visage, lorsque le juge m'a déclaré coupable, ne me quittait pas, sa main tremblante sur son ventre, son effondrement sur le sol de la salle d'audience. Pendant ce temps, en prison, les loups ont commencé à tourner autour de moi. Un groupe de détenus est passé devant ma cellule ce matin-là, leurs yeux me scrutant comme de la viande. L'un d'eux a sifflé, un autre a léché ses lèvres. Marcus a ri depuis sa couchette. « Je t'avais dit, garçon nigérian, les loups sentent la peur. Tu ferais mieux de choisir ton camp avant qu'ils ne choisissent pour toi. » J'ai agrippé les barreaux, mon esprit s'emballant. Si Élisabeth devait mener sa guerre là-dehors, je mènerais la mienne ici. Mais alors que le soleil perçait à travers les barreaux de la prison, une vérité pesait plus lourd que les chaînes à mes poignets. Richard n'en avait pas fini avec moi. Il n'en avait pas fini avec Élisabeth. Et maintenant, il voulait aussi détruire notre enfant. Le sifflet du matin a déchiré la prison comme une lame. Les portes métalliques se sont ouvertes brusquement. Les gardes aboyaient des ordres. Les hommes sortèrent de leurs cellules en rang, tête baissée, chaînes cliquetant. Je me suis traîné dans la cour avec eux, l'air froid mordant ma peau. C'était la première fois que je sortais depuis mon arrestation. La cour était un champ de bataille. Des hommes soulevant des poids, des gangs regroupés dans les coins, d'autres faisant les 100 pas comme des animaux en cage. Je sentais leur regard sur moi, me mettant à nu. Marcus, le géant qui se faisait appeler roi, s'appuyait contre un mur, m'observant. Il a souri lorsque nos regards se sont croisés, comme s'il me défiait de survivre sans lui. « Nouvelle viande !» a crié quelqu'un. Une pierre a rebondi près de mes pieds. Des rires ont suivi. J'ai serré les poings, me forçant à ne pas réagir. Mon père m'avait appris un jour, le silence peut être une force, mais il peut aussi être une faiblesse. Apprends à distinguer lequel tu portes. Cette leçon me hantait maintenant. Mais pendant que j'apprenais le langage de la prison, une autre guerre se déroulait à l'extérieur, que je ne découvrirais que pièce par pièce. Élisabeth n'a pas dormi après cette nuit.
Elle tenait notre fille près d'elle, murmurant des prières dans ses cheveux, suivant chaque souffle fragile, comme si elle pouvait la protéger par sa seule volonté. Le médecin qui avait trahi le complot de Richard est revenu le lendemain matin. Il a expliqué plus doucement « L'hématome céphalique est effrayant. Oui, mais ce n'est pas mortel. Elle guérira. Vous devez juste la surveiller. » Élisabeth a hoché la tête, mais ses yeux étaient ailleurs. Ils brûlaient d'une lueur plus vive que la peur, car elle avait pris sa décision. Richard n'allait pas gagner. Ni avec des mensonges, ni avec des combines judiciaires, ni avec un meurtre. Elle a saisi son téléphone. Sa voix était ferme lorsqu'elle a parlé. « Appelez mon avocat. Aujourd'hui. » De retour en prison, j'ai appris le prix de la survie. À l'heure du déjeuner, des plateaux étaient glissés sur le comptoir. Mes mains tremblaient alors que je portais le mien, des haricots à queue, du pain rassis. Mais avant que je puisse m'asseoir, 2 hommes m'ont bloqué le passage. « Cette place est à nous », a grogné l'un d'eux. J'ai reculé, cherchant un autre endroit. Mais la voix de Marcus a retenti à travers la pièce. « Garçon nigérian, viens par ici !» Je me suis assis à côté de lui, à la fois reconnaissant et honteux. Marcus a souri. « Tu vois, la protection a un prix, mais elle a aussi des avantages. » Il s'est penché plus près. « Bientôt, tu devras me rembourser. » Mon estomac s'est retourné. Il ne parlait pas d'argent. J'ai baissé les yeux sur mon plateau, murmurant une prière silencieuse. « Seigneur, ne me laisse pas me briser ici. Pas avant de revoir Élisabeth. » Pas avant de tenir mon enfant. La bataille d'Élisabeth avait déjà commencé. Dans un bureau du centre-ville, elle était assise face à son équipe juridique. Ses cheveux étaient attachés en arrière, son visage pâle après l'accouchement. Mais ses yeux étaient plus perçants que jamais. Elle leur a tout raconté. Le complot d'empoisonnement, les murmures de Richard au médecin, sa manipulation du tribunal, les mensonges qui m'avaient enchaîné. Ses avocats ont écouté en silence, puis l'un d'eux s'est penché en avant. « Si ce que vous dites est vrai, nous pouvons engager une procédure pour tentative de meurtre sur enfant et parjure. Mais Élisabeth ?» Il a hésité. « C'est risqué. » Richard est puissant, bien connecté. « Vous serez traîné dans le feu. » La mâchoire d'Élisabeth s'est crispée. « Je suis déjà dans le feu. » Il a mis le père de mon enfant en prison. Il a essayé de tuer mon bébé. Il pense que je vais plier. Il a tort. Je ne savais rien de tout cela à l'époque. Tout ce que je savais, c'était que mes nuits étaient des cauchemars. L'ombre de Marcus planait sur moi. Les gangs me considéraient comme une proie faible. Et chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Élisabeth sur ce lit d'hôpital. Je voyais l'enfant minuscule que nous avions mis au monde, fragile et saignant sous le cuir chevelu. Une nuit, Marcus m'a coincé. « T'es malin, garçon nigérian » a-t-il dit. « J'aime ça. Mais l'intelligence ne te gardera pas en vie ici. Tu peux te joindre à moi ou... » Il a laissé le mot en suspens, sombre et lourd. J'ai dégluti difficilement, mes poings tremblants. Ce n'était plus seulement une question de prison. C'était une question de vivre assez longtemps pour voir si Élisabeth avait gagné sa guerre, et Élisabeth gagnait. Une semaine après avoir déposé sa plainte, la première audience s'est ouverte. Richard est entré, arrogant, son costume impeccable, son sourire répété. Il ne s'attendait pas à une résistance. Il ne s'attendait pas à ce que la voix d'Élisabeth fasse trembler la salle lorsqu'elle s'est levée devant le juge. Mon ex-mari a orchestré l'arrestation d'un homme innocent. Il a trompé ce tribunal et il a essayé de tuer mon nouveau-né. La salle a retenu son souffle. Les reporters griffonnaient. Le sourire de Richard a vacillé pour la première fois. L'avocat d'Élisabeth a posé le témoignage sous serment du médecin sur le banc. Chaque détail du complot de Richard était exposé au grand jour. Élisabeth s'est rassise lentement, sa main reposant sur le porte-bébé à côté d'elle, où notre fille dormait, sa petite tête encore bandée à cause du gonflement. Elle ne se battait plus seulement pour moi. Elle se battait pour cet enfant, pour prouver que le monde ne pouvait pas tout lui prendre. En prison, les nouvelles arrivaient par murmures. « Ta femme fait des vagues ?» m'a dit Marcus un matin en me glissant un morceau de pain. « Elle a du cran. Je l'aime bien. » L'espoir a surgi dans ma poitrine pour la première fois depuis que les grilles s'étaient refermées. Élisabeth ne se contentait pas de survivre. Elle attaquait. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, fixant le plafond. Pour la première fois, l'obscurité ne semblait pas si lourde. Quelque part au-delà de ces murs, Élisabeth aiguisait son épée. Et lorsqu'elle frapperait, peut-être, juste peut-être, couperait-elle ses chaînes. La prison vous apprend vite. Au bout de la 2e semaine, j'avais appris 3 règles. 1. Ne jamais laisser de nourriture sans surveillance. 2. Ne jamais laisser voir sa peur.
3. Et surtout, ne jamais refuser Marcus, le roi du bloc, comme il l'appelait. Il avait la moitié des gardes dans sa poche et l'autre moitié trop effrayée pour le défier. Et maintenant, d'une certaine manière, j'étais sous son aile. « Reste près de moi », m'a dit Marcus un matin dans la cour. Il a posé un bras lourd sur mes épaules, un poids comme une chaîne. « Tu respireras plus longtemps comme ça. » J'ai hoché la tête, silencieux. Mais à l'intérieur, la honte brûlait. J'étais passé d'ouvrier d'entretien à pion dans l'empire tordu d'Élisabeth, et maintenant à prisonnier enchaîné à la merci d'un autre homme dans un pays étranger. Pourtant, je savais une chose, si je mourais ici, Élisabeth et l'enfant ne seraient jamais libres. Ce même matin, pendant que je frottais des assiettes dans la cuisine de la prison, Élisabeth entrait dans un autre type de champ de bataille. Elle est entrée dans la salle d'audience à Toronto, son avocat à ses côtés, son bébé dans un porte-bébé. Les caméras flashaient à l'extérieur. Elizabeth Halt, PDG milliardaire de la division Afrique de l'Ouest de Chevron, réduite à la fiancée d'un accusé et à une mère luttant pour sa survie. Je n'étais pas là. Mais quand j'ai entendu les récits plus tard, j'imaginais chacun de ses pas. Le menton haut, les yeux perçants, ses mains tremblant seulement lorsqu'elle touchait le porte-bébé. Le minuscule nourrisson à l'intérieur. Richard attendait déjà. Il portait sa richesse comme une armure, un costume bleu marine taillé sur mesure, des boutons de manchette en diamant et ce sourire arrogant que j'avais appris à haïr. Le juge est entré. La salle s'est tue. L'avocat d'Élisabeth s'est levé. « Votre honneur, nous sommes ici pour exposer non seulement l'emprisonnement injuste du partenaire de ma cliente, mais aussi une tentative odieuse contre la vie de leur nouveau-né. » Des murmures ont parcouru la galerie. Pendant ce temps, en prison, Marcus m'a testé. À l'heure du déjeuner, il a poussé son plateau vers moi. « Mange la moitié, rapporte-moi le reste. » J'ai hésité. « T'es sourd ?» Sa voix a traversé la pièce, les regards se tournant vers nous. J'ai obéi. J'ai pris le plateau, les rapporté et les posé devant lui comme un serviteur. Il a ri, tapotant ma joue. « Bon garçon, tu survivras ici après tout. » J'avais envie de lui cracher au visage. J'avais envie de crier, mais j'ai ravalé ma fierté, car la survie n'était plus une question d'honneur. C'était une question de tenir assez longtemps pour voir le combat qu'Élisabeth menait en mon nom. Dans la salle d'audience, Richard a contre-attaqué. Il s'est levé à la barre, sa voix douce, répétée. « Cette femme, a-t-il dit en pointant Élisabeth, est manipulatrice. Elle a un passé de tromperie. Elle a séduit un employé sous ses ordres et quand elle est tombée enceinte, elle a conspiré avec lui pour faire passer de la drogue au Canada à des fins lucratives. » Des exclamations ont résonné. Les reporters griffonnaient frénétiquement. La mâchoire d'Élisabeth s'est crispée, mais elle n'a pas fléchi. Elle a attendu son tour. Lorsque son avocat a pressé Richard sous contre-interrogatoire, les fissures ont commencé à apparaître. « Monsieur Halt, avez-vous ou n'avez-vous pas approché le médecin le soir de la naissance de l'enfant et suggéré que l'enfant soit éliminé discrètement ?» Richard a souri. « Ridicule. » L'avocat a levé un papier. Témoignage sous serment du docteur Michael Ocom. Il déclare que vous lui avez offert de l'argent pour se débarrasser du nourrisson. La salle a explosé. Le juge a frappé son marteau, appelant à l'ordre. Élisabeth s'est redressée, ses doigts se crispant sur le porte-bébé. Pour une fois, le sourire de Richard a vacillé. De retour dans ma cellule cette nuit-là, Marcus s'est penché près de moi. « T'as du feu dans les yeux, garçon nigérian, » a-t-il dit. « Dis-moi qui te maintient en vie là-dehors. » Je n'ai pas répondu. Il a ri. « C'est la femme, n'est-ce pas? Celle dans les journaux, ton Élisabeth. » Ma poitrine s'est serrée. « Ne parle pas d'elle. » Marcus a souri, montrant sa dent en or. « Relax. J'admire la loyauté. Mais la loyauté ici, ça peut te faire tuer. » Il s'est éloigné, son rire résonnant. Je me suis recroquevillé dans ma couchette, mes poings serrés. Tout ce que j'avais, c'était la foi qu'Élisabeth se battait, qu'elle démantelait les mensonges de Richard pièce par pièce. Et elle le faisait. Le lendemain, au tribunal, Élisabeth s'est enfin levée pour parler. Sa voix était claire, ferme, résonnant dans la salle bondée. J'ai bâti mon empire à partir de rien, avec de la sueur et de la vision. Richard pense qu'il peut me détruire avec des mensonges. L'homme que j'aime est innocent. Mon enfant mérite de vivre, et moi? Elle a marqué une pause, sa main pressant sa poitrine. Je brûlerai tous les ponts, je mènerai toutes les guerres, s'il le faut pour les protéger. Les reporters écrivaient frénétiquement. Certains hochèrent la tête. Même le juge s'est penché légèrement en avant. Pour la première fois, Richard semblait mal à l'aise.
Son empire d'ombre s'effondrait sous la colère ardente d'Élisabeth. Cette nuit-là, lorsque les murmures de ces mots m'ont atteint à travers un garde qui avait lu les journaux, j'ai fermé les yeux et m'y suis accroché. Élisabeth se battait. Élisabeth gagnait. Et si elle pouvait manier sa colère dans le tribunal des ombres, alors peut-être pourrais-je trouver la mienne ici. Dans ces murs de fer, Richard a été reconnu coupable de toutes les accusations et condamné à 10 ans d'emprisonnement. La liberté ne sonne pas comme des anges qui chantent. Elle sonne comme un garde déverrouillant votre cellule et disant « Fais tes affaires. T'as fini ici. » Je suis resté figé un moment, les mots refusant de s'installer dans ma poitrine. « Fini? Était-ce possible? » Marcus m'a tapé dans le dos en riant. « On dirait que ta femme a réalisé un miracle, garçon nigérian. Va respirer l'air pour moi. » Je n'ai même pas répondu. Mon cœur battait à tout rompre alors que je rassemblais mes maigres affaires, une Bible abîmée, une tasse ébréchée, et suivais le garde dehors. Chaque pas dans le couloir semblait irréel, comme marcher dans un rêve dont je pourrais me réveiller. Puis les grilles se sont ouvertes. Elle était là, Élisabeth, debout, grande dans un manteau beige, les cheveux soigneusement attachés, les yeux féroces mais humides de soulagement. À côté d'elle, une poussette, et dedans, ma fille. J'ai titubé vers elle, le monde se brouillant. Les lèvres d'Élisabeth tremblaient, alors qu'elle murmurait « Ténéola !» J'ai lâché mon sac, saisi sa main, puis je suis tombé à genoux à côté de la poussette. Le bébé me regardait avec de grands yeux curieux, un petit poing serré, comme déjà prêt à affronter le monde. J'ai craqué. Les larmes coulaient sur mon visage. « Mon enfant, mon sang !» Élisabeth s'est agenouillée à côté de moi, posant son front contre le mien. Pendant un bref moment impossible, le monde était entier à nouveau. De retour au Nigeria, mon frère Sei serrait nerveusement son passeport à l'aéroport de Lagos. En route pour nous rejoindre en tant que famille heureuse. Il n'avait jamais voyagé hors du Nigeria auparavant. En attendant l'embarquement, un homme en costume sombre, aux yeux fatigués, s'est assis à côté de lui. « Tu sembles agité » a dit l'homme. Sa voix portait le poids des secrets. Sei a haussé les épaules. « C'est la première fois que je prends l'avion. Mon frère m'attend au Canada. » L'homme a ri doucement. « Le Canada. » « J'y vais aussi. » Il a tendu la main. « Je m'appelle Aide. » Sei a souri, inconscient de la tempête que le destin préparait. Et juste comme ça, 2 fils se sont noués discrètement, aucun ne sachant qu'ils étaient liés par le sang de Ténéola. Quelques jours plus tard, je pensais que la vie commençait enfin. Élisabeth avait arrangé un modeste appartement au centre de Toronto, loin de ses tours de verre et des salles de conseil. Elle disait vouloir la paix, un endroit où nous 3 pourrions respirer. J'ai appris à tenir ma fille sans peur, à la bercer quand elle pleurait, à lui chanter doucement en yoruba lorsque les nuits s'allongeaient. Pour la première fois, j'ai permis à moi-même de croire que nous pouvions guérir. Mais la paix est une chose fragile. Un soir, alors que je la nourrissais, le bébé est devenu mou dans mes bras. Son cri s'est affaibli, brisé. La panique m'a traversé. « Élisabeth !» ai-je crié. « Quelque chose ne va pas ?» Nous nous sommes précipités à l'hôpital, le cœur battant, les sirènes hurlant à mes oreilles, comme pour se moquer de moi. Les médecins se sont affairés, la plaçant sous des lumières vives, des tubes serpentant dans ses veines minuscules. Élisabeth serrait ma main si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ma peau. « Elle ne peut pas mourir !» murmurait-elle, encore et encore. « Pas celle-ci. Pas encore. » Le médecin est sorti après ce qui semblait être des heures. « Elle a besoin d'une transfusion sanguine. » Sans réfléchir, j'ai retroussé ma manche. « Prenez le mien. Prenez-le maintenant. » Ils ont prélevé mon sang, l'ont testé. Quelques minutes plus tard, le médecin est revenu, les sourcils froncés. « Je suis désolé, » a-t-il dit prudemment. « Votre groupe sanguin ne correspond pas à celui de l'enfant. » J'ai cligné des yeux. « Quoi ?» Élisabeth s'est figée, son visage indéchiffrable. « Elle aura besoin d'un donneur compatible de toute urgence, » a poursuivi le médecin. « Nous allons effectuer des tests familiaux pour confirmer le meilleur donneur. » Tests familiaux. Les mots résonnaient comme un tambour dans mon crâne. « Mon enfant, mon sang. » Comment cela pouvait-il ne pas correspondre? La voix du médecin s'est adoucie. « Nous avons commandé un test ADN dans le cadre de la procédure. Nous avons besoin de certitude. » La prise d'Élisabeth sur ma main s'est refroidie. Mon cœur battait contre mes côtes alors que je regardais ma fille lutter pour sa vie sous les lumières crues de l'hôpital. Une vérité m'a glacé jusqu'aux os. Le passé n'en avait pas fini avec nous.
Et la prochaine révélation pourrait briser toute la confiance que je commençais à construire envers Élisabeth. Quel est votre avis sur cette histoire? D'où la regardez-vous? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires captivantes. Restez bénis.